Madame Dominique Boudreau est détentrice d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université de Montréal et d'une certification en soins psychiatriques et santé mentale de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Active pendant plusieurs années dans la communauté de pratique des infirmières cliniciennes spécialisées en santé mentale de l'Association québécoise des infirmiers et infirmières en santé mentale, Dominique est aujourd'hui infirmière-chef des services de psychiatrie ici au CHU. Elle est également formatrice en prévention et gestion des conduites suicidaires pour l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Quant à Mme Christine Genet, elle est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, chercheuse régulière au Centre d'études sur le trauma de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal et du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie. Ces projets de recherche portent principalement sur la prévention du suicide chez le personnel de la sécurité publique, ainsi que sur le plan de sécurité comme outil pour soutenir les personnes présentant un risque suicidaire. Du côté enseignement, Christine est très impliquée dans la formation des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale. Je vous cède maintenant la parole, mesdames, pour la présentation. Bonjour, alors bonjour tout le monde. Moi, c'est Dominique et ma collègue Christine. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Je vois les gens, le nombre de participants là, qui commence de plus en plus à augmenter. Donc, on est vraiment contente de voir qu'il y a un engouement pour un sujet qui peut parfois être assez lourd. Christine et moi, ça fait quand même très longtemps qu'on donne de la formation, là, plusieurs années qu'on donne de la formation en prévention du suicide. Donc, on est pour un sujet qui est si lourd, on est quand même très à l'aise d'en parler. On est très à l'aise ensemble également. Donc, vous allez voir que pendant la présentation, là, ça se peut qu'on se lance la balle une fois de temps en temps, que moi, j'ajoute des propos sur ce que Christine dit ou qu'elle en ajoute sur ce que je dis. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager. Voilà. Parfait, Dominique. J'essaie de... Là, je lis. Ah. Bon. De le mettre en diaporama. Ce que j'essaie de faire, mais ça ne fonctionne pas. Juste pour, dans le fond, pendant que tu le fais, Dominique, je vais commencer. Là, on finit par savoir pas mal la présentation. Donc, les diapos vont arriver. Juste pour vous dire, là, il y a des remerciements au tout début de la présentation. Il y a des gens qui nous ont aidés, entre autres, au niveau de la mise en page et tout ça. Donc, on voudrait remercier ces gens-là. Les gens aussi de la communauté de pratique des infirmières en santé mentale qui ont travaillé à la base pour développer justement ces outils cliniques-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Au niveau des conflits d'intérêts, ni Dominique et moi, là, nous avons des conflits d'intérêts, outre le fait que c'est notre intérêt de recherche, c'est notre intérêt de pratique, la prévention du suicide. On est aussi, Dominique, par le passé, moi, actuellement, on est membre du CA, du comité d'administration, du conseil d'administration de l'AQISM, qui est l'Association québécoise des infirmières et des infirmiers en santé mentale. On vous le dit parce qu'on va vous référer à cette page web-là de l'AQISM pour avoir accès aux outils, mais sachez qu'on ne reçoit aucune contribution financière là, pour en faire la promotion. Les documents sont gratuits, sont accessibles, sont imprimables, donc on vous encourage fortement à aller les chercher, à aller les voir. Christine, est-ce Oui. que vous voyez la présentation? Bien, on voit la présentation, mais on voit comme sur le côté là, la bande que tu as. Oui, exactement, mais je suis désolée pour les participants. Dans la pratique qu'on a faite, ça fonctionnait très bien et comme souvent, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais devoir fonctionner avec ce mode-là. L'onglet en bas. Complètement en bas à droite, Ouais, c'est ça. Parfait, je l'ai. OK, fait que bon. je vais prendre la relève, Christine. C'est beau. Donc, on tient à remercier là, le commanditaire de cette présentation qui est la Banque nationale. Au niveau du plan de présentation, écoutez, on a 1 heure avec vous, là, excluant les présentations du début puis les questionnements à la fin. Donc, c'est sûr qu'on va y aller quand même assez rondement, puis ça se peut qu'on passe l'information un peu rapidement. On s'en excuse. Vous allez avoir quand même à la fin nos coordonnées. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel à Christine et à moi si vous avez des questions là, qui perdurent suite à la présentation. Donc, ce qu'on va voir dans la présentation, c'est qu'on va quand même regarder l'ampleur du problème. On va se donner quelques définitions pour se donner un langage commun.
On va survoler les facteurs d'influence, entre autres facteurs de risque, facteurs de protection, mais vraiment un certain survol. On va regarder avec vous le processus de la crise suicidaire, certains moyens pour aborder le suicide, parce que plusieurs personnes se sentent encore très mal à l'aise d'aborder le suicide. Et on va voir des outils de dépistage, détection, dépistage, évaluation, et on va terminer avec des pistes d'intervention. Les objectifs de la formation, c'est de bien comprendre le phénomène du suicide, connaître les éléments d'évaluation du risque suicidaire d'une clientèle diversifiée. Donc, s'il y en a qui ont des questions spécifiques, ça arrive des fois qu'on a des questions en lien avec des clientèles particulières. Dites-vous qu'on ne va pas aborder là, spécifiquement certaines clientèles particulières. On y va vraiment pour une clientèle diversifiée ou une population en général. Et se familiariser avec les interventions amenées auprès d'une clientèle suicidaire. On va vous présenter un guide qui peut aider justement à l'évaluation du risque suicidaire, mais malheureusement, à l'intérieur d'une heure, on n'a pas le temps de vous montrer en profondeur comment l'utiliser, mais ça va quand même vous donner des bonnes bases lorsque vous êtes face à quelqu'un pour comment aller évaluer ce risque suicidaire-là. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue Christine pour aborder l'ampleur du problème. Oui. Donc, avant de parler de l'évaluation, du dépistage, de la détection, les termes qu'on va voir tout à l'heure, c'est bon aussi de mettre la table à savoir c'est quoi l'ampleur du problème. Quand on parle du risque suicidaire, c'est combien de personnes par année qui décèdent par suicide, au niveau des idéations suicidaires et tout ça. Donc, à chaque année, ceux que les données comme ça intéressent, à chaque année, l'INSPQ publie des données relatives au suicide. C'est la première semaine de février que les données sortent. Donc, en 2022, quand ils ont sorti les données en 2022, on avait les chiffres pour les suicides qui étaient survenus en 2019. C'était les dernières l'année complète qu'on avait en main. Donc, en 2019, il y a eu 1128 suicides. Donc, c'est un taux de 13,3 par 100 000 habitants. C'est un taux qui est à la baisse depuis la fin des années 90. Depuis 99, c'est un taux qui est à la baisse. Il est en train de se stabiliser, mais il est quand même en décroissance. Autour des années, quand les données de 2020 indiquaient qu'on était au taux le plus bas depuis 1981, ça a augmenté un petit peu, mais on est quand même là, dans des taux qui sont intéressants. Il y a eu beaucoup d'efforts de prévention qui ont été mis en place depuis la fin des années 90, qui a permis justement cette baisse de taux-là. On remarque que chez les hommes versus les femmes, les hommes, il y a 3 fois plus de suicides que chez les femmes. En 2020, on a toujours la question aussi avec la pandémie, hein, c'est quoi l'impact de la pandémie sur le suicide? Au niveau de la première année pandémique, là, quand ils ont sorti les données en 2022, ce qu'ils se rendaient compte, c'est qu'il ne semblait pas avoir une augmentation de taux. Par contre, ils demandaient, ils nous disaient de rester vigilants, à savoir, dépendamment la disponibilité des services de santé mentale, le sentiment d'espoir qu'on allait avoir dans la société aussi, les impacts économiques qui allaient se poursuivre avec la pandémie. C'est quelque chose qui allait être à suivre dans les années à venir. On ne pouvait pas déterminer l'impact qu'elle pouvait avoir la pandémie sur les taux de suicide. Par la suite, aussi, ce qui est intéressant de regarder, c'est les autres. Dominique, est-ce que tu peux juste avancer? Merci. Oui, c'était l'écran était gelé. C'est bon. J'essayais de me souvenir, on était rendu où. Donc, chez les hommes, ce qu'on voit au niveau de l'ampleur du problème, c'est que les hommes, le taux est stable chez les 15 à 19 ans. Quand on essaie de réfléchir à savoir c'est quel groupe d'âge qui est le plus à risque de suicide, quand on le fait faire à main levée, là, on voit qu'il y a une certaine variabilité chez les gens à savoir c'est quel groupe. Je vous le dis tout de suite, le groupe qui actuellement est le plus à risque de suicide, c'est les 50 à 65 ans, les hommes de 50 à 65 ans. Une des hypothèses pour expliquer ça, c'est entre autres le fait que les taux ont grandement diminué chez les hommes de 20 à 50 ans. Les taux ont beaucoup diminué. Chez les jeunes, 15 à 19 ans, c'est un plateau, mais entre les 20 à 50 ans, ça a diminué beaucoup et c'est ce qui fait que les 50 à 65 ans sont rendus maintenant avec les taux les plus hauts. Une des hypothèses peut-être pour expliquer ça, c'est le fait que les mécanismes de prévention qui existent actuellement fonctionnent beaucoup par la parole, fonctionnent beaucoup aussi, la personne doit faire une démarche pour aller chercher de l'aide. C'est peut-être moins dans la culture des hommes de 50 à 65 ans. Le fait aussi de perdre son emploi à 55 ans, ça n'a pas le même impact que de le perdre non plus à 35 ans. Fait qu'il y a peut-être ces explications-là qui pourraient permettre de comprendre pourquoi les taux n'ont pas autant diminué chez les hommes plus âgés.
Chez les femmes, c'est un peu la même chose. Les femmes de 50 à 64 ans et les femmes de 35 à 49 ans, c'est celles qui ont les taux les plus élevés. Chez les jeunes filles, depuis 2009, on voit une tendance à l'augmentation. Il faut seulement faire attention par rapport à ça parce que c'est des tout petits nombres. Donc, c'est sûr que s'il y a une jeune fille qui se suicide de plus, bien, ça fait augmenter les taux de façon considérable, mais quand même, c'est inquiétant de voir ça. Pourquoi on en parle souvent du suicide chez les jeunes? C'est que c'est le nombre de décès qui est attribuable, la proportion des décès qui sont attribuables au suicide est importante chez ces jeunes-là. Donc, près de 40 des hommes de 15 à 19 ans puis des 20 à 34 ans décèdent par suicide. Et chez les femmes, c'est jusqu'à 30 Donc, 30 à 35 Donc, il faut vraiment être… c'est pour ça qu'on s'intéresse à la prévention chez ces groupes d'âge-là, parce qu'on dit on serait capable de diminuer considérablement les décès de ces groupes d'âge-là si on réussit à diminuer les suicides. Les moyens utilisés au Québec actuellement, ce qui ressort, c'est que le moyen le plus utilisé, c'est au niveau de la strangulation, l'asphyxie, pendaison. Le deuxième moyen chez les hommes, c'est l'arme à feu. Chez les femmes, c'est la médication. Donc, c'est pourquoi aussi qu'on voit que les hommes décèdent davantage par suicide alors que les femmes font plus de tentatives de suicide, par exemple. Au niveau justement des tentatives de suicide, ce qu'on constate aussi, c'est de voir au niveau de l'alcoolémie, ce qu'on voit aussi au niveau dans l'ampleur du phénomène, ils ont essayé d'aller voir au niveau de l'alcool. C'est quoi l'impact de la consommation d'alcool au niveau du suicide? Parce qu'on sait que c'est un facteur de risque, mais est-ce que c'est un facteur de risque parce que ça pousse à faire un geste ou parce que je consomme parce que je suis malheureux? Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'aller voir les gens qui avaient fait une tentative sous l'influence d'alcool et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que l'alcool diminuait l'inhibition. Ça faisait faire des gestes un peu plus létaux à ce moment-là. Il y en a qui consommaient parce qu'ils avaient peur d'avoir mal ou ils voulaient diminuer les souffrances liées aux gestes suicidaires. Ça faisait faire des gestes, justement, qui étaient plus létaux. Et quand ils ont fait des autopsies sur les gens qui étaient décédés par suicide, 32 des gens qui étaient décédés par suicide avaient un taux d'alcoolémie positif. Et de ceux qui avaient un taux d'alcoolémie positif, il y avait plus de 50 qui avaient un taux qui dépassait 80 mg par 100 ml. Donc, c'était quand même des taux qui étaient assez importants. Considérant l'indice de défavorisation, aussi, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qu'on savait comme facteur de risque, le fait de vivre dans un milieu plus défavorisé, autant matériellement que socialement, pouvait avoir un impact sur les taux de suicide, mais ils l'ont mesuré vraiment en 2019 dans le rapport de l'INSPQ. Ils sont sortis avec des données, puis on voit que le fait de vivre dans un milieu qui est plus défavorisé matériellement peut même aller d'augmenter le taux presque du double chez les hommes. Pour ce qui est du contexte de défavorisation sociale, on va penser à ce moment-là au niveau de l'éducation, au niveau de la relation conjugale, si on est divorcé ou pas et tout ça, ça a aussi un effet sur les taux de suicide à ce moment-là. Pour ce qui est des tentatives de suicide, le suicide, il faut vraiment le voir comme un iceberg. Donc, les décès par suicide, c'est la pointe qu'on voit puis qu'on parle davantage, mais en dessous des suicides, on a aussi toutes les tentatives de suicide. Puis en dessous de ça, il y a tous les gens qui peuvent avoir des idéations suicidaires, donc qui vivent une certaine souffrance. Donc, comme intervenant, oui, on va travailler avec les gens qui se suicident, mais en même temps, ceux-là, on ne peut plus faire grand-chose, mais avec tous ceux qui font des tentatives, tous ceux qui font des idéations suicidaires, quand on regarde les nombres, il y a des fortes probabilités que vous ayez à rencontrer ou à côtoyer ces gens-là dans votre pratique éventuellement. Donc, on se rappelle, c'était 13,3 les taux de décès par suicide en 2022. Les données de 2022. Quand on regarde les taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, on arrive à 41,8 par 100 000. Donc, on est presque rendu on est même plus que 3 fois les taux. On constate dans la dernière année, depuis 2 ans, une légère baisse. Il faut faire attention, contexte COVID, est-ce que j'ai plus peur d'aller à l'urgence pour les tentatives à cause du COVID que d'aller pour une tentative de suicide? Donc, il y a peut-être un peu moins de gens qui y vont. Ce qu'il faut considérer aussi dans ces données-là, c'est les données d'hospitalisation pour tentative de suicide. Donc, il y en a beaucoup qui vont faire des tentatives de suicide qui ne seront pas hospitalisées, beaucoup qui n'iront même pas consulter à l'urgence. Donc, il y en a probablement plus que ça. L'augmentation est plus rapide chez les femmes que chez les hommes. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est que 5 des personnes qui vont être hospitalisées pour une tentative de suicide l'ont été dans l'année précédente.
Donc, le risque de récidive, l'importance d'intervenir rapidement, précocement auprès d'une personne qui a fait une tentative de suicide, c'est qu'il y en a 5 qui sont hospitalisés, qui l'ont fait dans la dernière année, et il y en a 20 qui vont avoir été hospitalisés dans les 10 dernières années pour une tentative de suicide. Donc, c'est quand même une proportion importante de gens là, qui pourraient repasser à l'acte ou refaire un geste suicidaire par la suite. Au niveau des définitions, quand on parle là, en termes de tentative de suicide, automutilation, juste faire la différence. Quand on parle d'automutilation, c'est qu'on fait un geste pour soulager une souffrance psychologique. On va se donner une souffrance physique. Donc, la personne a une souffrance psychologique, elle a besoin d'exprimer d'une certaine façon, donc elle va se créer une souffrance physique. Ça, c'est de l'automutilation. Il n'y a aucune intention de mort liée à ça. Ça ne l'empêche pas qu'éventuellement, parce que c'est un comportement qui peut devenir addictif, l'automutilation, ça se pourrait que la personne vienne qu'à décéder d'un geste d'automutilation, mais l'intention n'était pas de mourir à ce moment-là. Versus une tentative de suicide, un suicide, l'intention de mort, elle est clairement identifiée. La personne, c'était vraiment le but dans lequel elle faisait son geste. La différence entre le risque suicidaire, l'urgence suicidaire, c'est un peu le délai. Donc, nous, comme intervenants, quand on évalue une personne, généralement, on va évaluer l'urgence suicidaire. Je veux mettre des interventions en place pour savoir c'est quoi l'urgence suicidaire de la personne versus le risque, c'est quoi la probabilité que dans les 2 prochaines années, la personne fasse un geste suicidaire si elle reste avec les mêmes facteurs d'influence, facteurs de risque puis facteurs de protection. Faire bien attention entre tentative de suicide, ça a l'air très clair, là, la définition entre les deux, ça l'est d'une certaine façon, mais ça reste qu'une tentative de suicide, il n'y a pas de décès. Le suicide, il y a un décès associé à ça. Je vous dis ça parce que des fois, dans notre langage courant, quand on parle entre nous, je pense à des infirmières, ou même moi, des fois, dans mon langage, ça pourrait m'arriver de dire « Ah, elle a manqué son geste suicidaire » ou elle a raté sa tentative ou c'est un suicide réussi. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Elle est décédée, c'est un suicide. Elle n'est pas décédée, ça devient une tentative. Il faut faire attention parce que les gens qui font un geste suicidaire, qui se retrouvent par exemple à l'urgence, qui m'entendraient dire qu'elle a fait un geste suicidaire, elle a raté son geste suicidaire. Si on fait un geste suicidaire, généralement, l'estime de soi est à moins 1000. Si en plus, ils entendent qu'ils ont raté ça, bien, mettons que ça ne vient pas améliorer ton estime de soi. Donc, de vraiment faire attention, tentative versus suicide. D'autres définitions que vous nous avez déjà entendu en parler un petit peu, il y a la notion de détection-repérage, le dépistage et l'évaluation. La différence entre les trois, on peut le voir, détection-repérage, c'est un scan. Je jette un coup d'œil. J'essaie d'identifier les lumières rouges. Qu'est-ce qui fait en sorte que, telle personne, elle me semble à risque. Elle me semble avoir quelque chose. On va le voir tout à l'heure. Il y a des signes avant-coureurs. Elle se retrouve dans une situation de vie particulière qui m'amène à penser qu'elle est peut-être à risque de suicide. Elle a des comportements qui pourraient m'amener à penser qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle. Donc, c'est des lumières rouges qui s'allument dans ma tête. Quand il y a suffisamment de lumière rouge qui s'allume dans ma tête avec la détection, le repérage, je vais vouloir aller faire un dépistage. Je vais vouloir aller confirmer si oui ou non mes lumières se sont allumées pour rien. Donc, des fois, on a une situation des fois qu'on travaillait avec dans des formations plus longues. C'est une femme, par exemple, qui arrive avec son conjoint. Elle arrive un matin, elle est toute ébouriffée, les yeux cernés, puis son conjoint suit des traitements de chimiothérapie. Comme infirmière ou même comme préposée à l'accueil, on pourrait se dire, mais voyons, il se passe quelque chose, habituellement, elle est bien mise, il se passe quelque chose, j'ai des lumières qui s'allument, il se passe quelque chose avec cette dame-là. Je vais aller lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ce matin, il me semble que vous êtes différente de d'habitude. Ça, c'est le dépistage. Je vais aller valider. Peut-être qu'elle va me dire, ça va pas bien, mon conjoint me dit qu'il va arrêter ses traitements, je trouve ça super difficile, je suis préoccupée, je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Là, mon dépistage a comme été positif. Oui, il y a peut-être potentiellement un risque. Je vais aller faire une évaluation. Peut-être qu'elle va juste me dire non, le cadran n'a pas sonné, on a failli manquer l'autobus, je n'ai pas eu le temps de m'arranger, je suis désolée. À ce moment-là, mon dépistage serait négatif et je sauterais à ce moment-là, je n'aurais pas besoin de faire l'évaluation. Le dépistage, la détection, ce n'est pas nécessairement un acte qui est réservé à des professionnels en particulier.
particulier. Par contre, quand on arrive à la notion d'évaluation, là, ça c'est de l'ordre d'un professionnel, c'est dans notre champ d'expertise. Donc, si moi, je suis infirmière, Dominique aussi est infirmière. Donc, comme infirmière, on va faire l'évaluation du risque suicidaire et qui va utiliser notre jugement clinique pour déterminer ensuite le niveau de risque de la personne. Pour bien définir ça, puis pour bien voir, je vous encourage justement à aller sur le site de l'AQISM, aqiism.org. Vous allez voir, il y a toujours sur la droite là, devant vous, vous allez toujours avoir le petit onglet Prévention et gestion des conduites suicidaires. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver avec une panoplie de choix, dire est-ce que je suis dans les généralités? Donc là, vous auriez toute l'arborescence de dire bien, je me situe où? Je suis dans une étape de détection. Si je travaille avec la population générale, je suis au CLSC, je suis dans une clinique externe générale, je vois des gens d'un peu toutes les populations, je vais être à un niveau de détection. Je travaille en santé mentale spécifiquement, bien, compte tenu que la santé mentale est un facteur de risque très important pour le suicide, je vais tomber automatiquement dans le dépistage. Donc, vous avez cet algorithme-là que vous pouvez aller télécharger, imprimer pour vous aider. Mais sinon, vous allez avoir accès aussi à tous les guides cliniques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je spécifie, Christine, parce que je trouve ça important. Là. On vous présente vraiment ces outils-là parce qu'ils sont accessibles à tous, ils sont gratuits. L'Association québécoise des infirmières en santé mentale a décidé de les mettre accessibles à tous et libres d'utilisation pour tous, considérant que la prévention du suicide est quelque chose d'extrêmement important. Puis l'association considérait qu'il ne devrait pas y avoir de chasse gardée sur les différents outils pouvant justement aider, que ce soit les professionnels de la santé ou la population en général, à détecter, dépister ou même évaluer puis référer quelqu'un là, qui serait dans le besoin. Je vais juste prendre 2 petites minutes, Dominique, là, parce que je vois des questions qui ont lien avec l'ampleur du phénomène. Là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le suicide, c'est quelque chose qui est multifactoriel. C'est très difficile de pointer le doigt sur c'est à cause de ou c'est juste à cause de ça. Il y avait des questions par rapport à est-ce qu'il y a des données relatives à l'intimidation, au harcèlement psychologique, l'augmentation chez les jeunes filles, est-ce que ça pourrait être les réseaux sociaux? C'est difficile de déterminer une cause, justement, en particulier. On sait que oui, l'intimidation, ça peut avoir un impact. Puis souvent, comme être humain, on va être porté à chercher la cause de. Fait que souvent, c'est ce qu'on va voir dans les journaux. Il y a eu un décès par suicide. Cette jeune fille-là était victime d'intimidation. En même temps, ce n'est pas tous les jeunes qui sont victimes d'intimidation qui vont se suicider. Donc, il y avait probablement beaucoup d'autres facteurs de risque, peu de facteurs de protection qui étaient présents chez cette personne-là. Donc, oui, l'intimidation, oui, le harcèlement va avoir un impact. La différence chez les jeunes versus quand moi, j'étais jeune, je suis rendue à 40 quelques années, donc la différence, c'est que là, ça ne l'arrête pas. Moi, je pouvais me faire écœurer à l'école, je revenais chez nous, il n'y a plus personne qui m'écœurait. Là, avec les réseaux sociaux, des fois, c'est un peu plus dur de mettre cette limite-là parce que ça peut continuer tout le temps. Donc, je te laisse poursuivre, Dominique. Oui. Donc, comme on l'a dit, détecter, c'est l'affaire de tous. Dépister, des fois, ça prend un petit peu plus de connaissances pour le faire, mais toutes les gens qui se sentent à l'aise de le faire peuvent le faire, évidemment. Et quand on rentre dans l'évaluation, bien là, c'est préférable que ce soit quelqu'un vraiment qui a des connaissances et qui peut approfondir l'évaluation. Il y a aussi ce qu'on appelle des facteurs d'influence qui sont importants. Il va y avoir des facteurs qui vont contribuer au fait qu'une personne peut être plus vulnérable à devenir suicidaire ou avoir des pensées suicidaires. Donc, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a déjà une problématique de santé mentale, quelqu'un qui a un trouble de l'usage, quelqu'un qui a une maladie chronique. Donc, ce sont des gens souvent qui vont être peut-être plus vulnérables à voir le suicide comme étant une des options potentielles. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle des facteurs précipitants. Donc, ça, c'est un peu la goutte qui vient faire déborder le vase. Qu'est-ce qui s'est passé ici et maintenant qui fait en sorte que la personne a des idées suicidaires ou que la personne a fait une tentative suicidaire? Donc, ça peut être de l'ordre d'une rupture amoureuse, une perte d'emploi, un échec quelconque.
Et quand on évalue cet élément précipitant-là, on a souvent tendance à, des fois, nous, à se dire, oui, mais ce que la personne, elle a vécu, c'est pas si pire que ça. Tu sais, une relation amoureuse, elle va en vivre encore plusieurs, puis à un moment donné, il faut passer par-dessus. Par contre, c'est pas notre perception de l'événement à nous qui est important, c'est vraiment d'aller voir la perception de la personne. Qu'est-ce qu'elle, elle vit? Comment elle vit ça? Si on prend l'exemple d'un jeune qui a eu un échec scolaire à un de ses examens, il y a toujours des 90, des 95, puis là, il y a un 55, puis bon, il est en crise, il y a des idées suicidaires, mais on pourrait se dire, bien là, c'est pas si pire que ça. La majorité de ses notes sont quand même excellentes, il roule dans les 90. Oui, ça va baisser sa moyenne un peu, mais pas tant que ça. Par contre, pour ce jeune-là, ça pourrait représenter le fait que il est obligé de garder une certaine moyenne pour faire partie de l'équipe sportive de basketball de l'école, puis aspirer là, à ses rêves futurs. Puis s'il va en bas d'une certaine cote, malheureusement, il est coupé de l'équipe sportive parce qu'il était dans un programme sport-études. Donc, à ce moment-là, sa perception à lui, ça peut être que sa vie est foutue à ce moment-là. Et puis, il va y avoir aussi en contrepartie ce qu'on appelle les facteurs de protection, qui sont tout ce que la personne possède, tous les moyens que la personne possède, ces mécanismes d'adaptation qui vont faire en sorte que ça va venir essayer de rebalancer un petit peu entre les facteurs de risque et les facteurs de protection. Donc ça peut être le fait que la personne ait des activités sportives, faire de la course, écouter de la musique, des activités artistiques, le fait qu'elle a quand même plusieurs personnes autour d'elle qui la soutiennent, le fait qu'elle est capable de demander de l'aide. Donc, c'est vraiment toutes les choses qui au niveau de l'environnement de la personne intrinsèque et extrinsèque qui peuvent la supporter là-dedans. Donc, les groupes qui sont reconnus comme étant des groupes à risque, majoritairement, là, selon les différentes données probantes, les hommes sont généralement plus à risque. Les gens qui ont des troubles mentaux, dépendance, les gens qui ont eu un suicide dans leur famille ou le suicide d'un proche ou d'une personne qu'ils considéraient comme étant importante dans leur vie ou significative. Les personnes qui ont fait des tentatives suicidaires antérieures, les gens qui ont des traits d'impulsivité ou de violence, les gens qui ont été victimes de violences pendant l'enfance, particulièrement les sévices sexuels, les personnes faisant partie des Premières Nations ou des nations autochtones, et les personnes appartenant à la communauté LGBTQ2+. Évidemment, ça ne se restreint pas uniquement à eux, mais on sait, les données nous le prouvent, que c'est des gens qui, généralement, peuvent être plus à risque. C'est un peu, Dominique, juste pour faire du pouce, c'est un peu les lumières rouges. Donc, c'est pas à chaque fois qu'il y a un homme qui rentre dans mon bureau que j'ai une lumière rouge qui va allumer, mais si j'ai un homme qui rentre dans mon bureau, qui a un enjeu de dépendance, qui appartient à la communauté LGBTQ, ça fait plusieurs lumières. Ça vaut la peine peut-être d'inscrire cette question-là ou d'au moins entamer un dépistage. Au pire, il va nous dire non, je n'ai pas d'idée suicidaire, mais au mieux, ça va peut-être soit normaliser son vécu, puis ça va y ouvrir une porte, peut-être qu'il n'aurait pas osé ouvrir lui de lui-même. Exactement. Il y a des signes avant-coureurs aussi. Vous avez peut-être eu le temps de les regarder. Là, je ne les passerai pas parce que je vois aussi le temps qui avance. Et il y a des moments critiques. Donc, des moments critiques qui sont souvent ce que je vous disais, l'élément déclencheur ou la goutte qui fait déborder le vase. Donc, les différents moments critiques là, auxquels ils font, aussi comme Christine dit, qui peuvent faire partie des lumières rouges là, à porter attention. Donc, comment dépister? Souvent, on voit que les gens sont très mal à l'aise de poser des questions là, en lien avec le suicide. Il y a des moments clés où c'est nécessaire de le faire, surtout si vous travaillez là, dans le domaine de la santé. Donc, au triage à l'urgence, généralement, si on voit que la personne qu'on a devant nous répond à certains critères de clientèle à risque, on devrait essayer de faire un dépistage de façon là, systématique. Lors de l'entrée dans un service, à l'admission dans un service ou à une unité de soins, lors des points de transition. Donc, j'ai un patient qui est admis chez nous, il est à l'urgence, je le transfère dans un autre hôpital. À ce moment-là où je le transfère en première ligne ou dans un autre service, à ce moment-là, il devrait y avoir quand même un dépistage qui est fait. Lors de chaque moment critique, un peu comme on a vu avant,
qui est vécu par la personne. Et évidemment, quand on détecte un signe, quand on a une petite lumière qui s'allume, quand on a l'impression de détecter que quelque chose ne va pas, on peut à ce moment-là, et on devrait en fait à ce moment-là, passer à un dépistage. Moi, je vous encourage fortement. Les outils qu'on vous donne, les données qu'on apporte sont valables dans le milieu de travail, que ce soit pour la clientèle, que ce soit pour un collègue de travail, mais aussi dans votre vie privée avec les gens là, que vous côtoyez. Ce sont des choses que vous pouvez également utiliser. Donc, comment aborder le suicide? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 questions qu'on peut poser aux gens. Évidemment, si j'ai quelqu'un devant moi, je peux lui demander, mais dans les derniers temps, est-ce que vous vous êtes senti triste, déprimé, découragé? Tu sais, on ne va pas nécessairement d'emblée sauter à la question, as-tu des idées suicidaires ou tu penses-tu à t'enlever la vie? On peut y aller tout doucement au début pour essayer aussi de créer un lien avec la personne puis lui dire, ben, est-ce que avec tout ce que tu me racontes actuellement, là, est-ce que ça t'est arrivé dans les derniers temps de te sentir triste, déprimé ou découragé? Là, si la personne nous dit oui, mais est-ce que tu as pensé au suicide récemment? Est-ce que tu as pensé, est-ce que tu penses au suicide maintenant, pendant qu'on se parle, depuis là, ton entrée ici, depuis qu'on s'est rencontrés, est-ce que tu as pensé au suicide? Est-ce que c'est quelque chose qui te vient en tête de façon fréquente? On peut aussi demander à la personne si elle a déjà tenté de se suicider dans le passé. Ça peut être un bon indicateur. Puis, est-ce que quelqu'un est inquiet? Souvent, ils vont nous répondre non à toutes ces questions-là. Ils ne sont pas découragés, ils ne pensent pas au suicide, ils n'ont pas fait de tentative, mais on peut leur demander aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est inquiet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur que tu essayes de t'enlever la vie? Parce que ça arrive souvent que la clientèle ou même nos proches vont nier avoir des idées suicidaires parce qu'ils peuvent avoir un certain malaise, une certaine honte, une certaine culpabilité, voire même là, à en parler ou à avoir ces idées-là. Mais le fait de vérifier s'il y a quelqu'un de l'entourage qui s'inquiète pour eux puis qui a peur, qui s'enlève la vie, ça peut être aussi un bon indicateur. Donc, au niveau de la crise suicidaire, évidemment, la crise suicidaire, là, ça peut évoluer différemment d'une personne à une autre. Par contre, ce qu'on sait, c'est un modèle là, qui est utilisé. Ce qu'on sait, c'est qu'on a l'intensité de la crise, puis on a quand même le temps, la notion de temps. Et quand la personne vit un moment difficile, vit une crise, un échec, quelque chose de vraiment perturbant dans sa vie, au début, elle est en recherche active de solutions. Donc, on peut voir le barème de solutions est quand même très, très, très élevé. Il se peut que si dans ces solutions-là, elle n'arrive pas à trouver quelque chose qui va la ramener à un certain espoir ou qui va la rattacher à un certain espoir, qu'elle commence à avoir des flashs suicidaires. Un flash suicidaire, c'est une idée qui arrive, une idée de mort qui arrive puis qui repart très, très, très rapidement. Ça peut être, je vis un moment difficile, je suis à l'hôtel, je sors sur le balcon puis j'ai juste envie de me jeter en bas du balcon puis là, tout de suite, je m'arrête. Ça, c'est un flash suicidaire. Ça ne veut pas dire que la personne est suicidaire active, ça ne veut pas dire qu'elle va passer à l'acte, mais il y a quand même eu ce moment-là où elle a eu ce flash suicidaire-là. Mais on voit que le barème de solution est encore très, très, très élevé. Si elle n'arrive pas à trouver une solution pour l'aider à s'adapter à ce qu'elle vit actuellement, c'est là qu'on va rentrer dans des idées suicidaires qui sont un petit peu plus actives. À ce moment-là, on voit que le barème de solution diminue et là, la personne peut commencer vraiment, des fois, à penser à un plan. Comment elle va faire ça? Où elle va le faire. Le plan n'est pas formé, elle ne s'est pas arrêtée non plus à l'idée que le suicide était la solution, mais ça commence de plus en plus à faire partie du barème de solutions que la personne dispose. À ce moment-là, si elle n'arrive pas à trouver une solution pour l'aider à passer au travers de cette crise-là, c'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle de la rumination suicidaire. La rumination, c'est le moment où l'idée est constamment présente et va même empêcher la personne d'être fonctionnelle. C'est là où on va commencer à voir que dans son quotidien, s'occuper de ses enfants, aller au travail, faire ses activités de la vie quotidienne devient de plus en plus difficile parce que l'idée de mort est de plus en plus présente. Souvent, à ça, si la personne a une condition de santé mentale autre, il va s'ajouter peut-être d'autres symptômes, mais on voit qu'il y a vraiment cette idée de mort, cette idée du suicide. Et à ce moment-là, c'est là que le plan va être de plus en plus formé. La personne va savoir, quand on parle du COC, là, souvent le comment, le où et le quand,
mais là, ça va être de plus en plus formé et va s'en suivre souvent la cristallisation de l'idée. Le mot cristallisation est très fort. Par contre, c'est important de savoir que ce n'est pas parce qu'une personne, on parle de cristallisation, que ce n'est pas parce que l'idée du suicide est cristallisée qu'il n'y a plus d'espoir. La personne peut passer à l'acte, mais il faut savoir qu'il y a toujours quand même un instinct de survie qui est présent. Puis il y a des données qui le démontrent, là, que même des gens qui ont fait un passage suicidaire, un acte suicidaire en fait, et qui ont survécu, vont avoir des doutes jusqu'au dernier moment. Il y en a même qui vont faire l'acte et vont se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça que je voulais finalement. » Donc, il va toujours avoir une certaine ambivalence et c'est sur cette ambivalence-là qu'en tant qu'intervenant ou professionnel, on peut venir jouer souvent. Évidemment, souvent, il y a un passage à l'acte qui va arriver. Et si on arrête ce passage à l'acte-là, si on intervient lors de la tentative suicidaire, c'est très important de garder en tête que par la suite, la personne va quand même demeurer suicidaire, quand même assez élevée ou assez active. On peut poser certaines questions aussi à la personne pour voir est-ce que l'idée suicidaire est encore très présente. On peut essayer de voir est-ce que la personne est heureuse qu'on a interrompu son acte suicidaire ou est-ce qu'au contraire, elle est fâchée puis elle aurait préféré qu'on la laisse mourir. Donc ça va nous donner quand même une certaine idée. Les personnes vont traverser ce processus de la crise suicidaire-là différemment d'une personne à l'autre. Donc, les personnes qui sont plus impulsives, souvent, on va avoir l'impression qu'elles ont sauté des étapes. Le processus là, peut se faire en dedans de quelques jours, quelques heures, voire même pour certains qu'on a déjà vu, je dirais, quelques minutes. Dominique, juste pour faire suite, là, quand tu parlais de la cristallisation de l'idée, puis cette étape-là où des fois, pour certains, puis c'est Mme Ladouceur qui l'amenait, pour certains, il va y avoir comme une certaine rémission spontanée. C'est comme si le fait d'avoir pris la décision puis de ne plus être dans la rumination va soulager une certaine souffrance, de savoir que, ben voici, j'ai mon option, je sais ce que je vais faire, puis ils vont vouloir profiter des moments. Comment distinguer ça de le fait que ça va mieux, parce que des fois, ça peut aller mieux aussi. Quand on est surpris de la vitesse à laquelle la personne, ça l'a changé, que du jour au lendemain, là, ça se met à aller mieux et tout ça, bien, ça peut peut-être valoir la peine. Encore là, je vous dis, c'est comme une lumière rouge qui s'allume dans votre tête. Ça peut valoir la peine de poser la question. Ah, bien, mon Dieu, il semble qu'aujourd'hui, ça va vraiment bien. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça aille mieux? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Essayez d'aller voir parce que c'est pas vrai qu'en l'espace de 5 minutes, là, la personne, ça devrait aller mieux du jour au lendemain. Fait que des fois, n'hésitez pas à ce moment-là de poser la question quand vous constatez qu'il y a un changement aussi subi. Donc, il existe un guide. Évidemment, on ne peut pas passer à travers le guide au complet. Là. Il y a différentes guides, différentes grilles d'évaluation du risque suicidaire qui existent. Il y en a une qui est beaucoup utilisée là, en première ligne, qui est faite par l'AQPS, des formations aussi qui sont données avec l'Association québécoise en prévention du suicide et Suicide Action. Il y en a une autre aussi qui a été adaptée pour les milieux hospitaliers, qui s'appelle le GIRIS, la grille d'évaluation du risque suicidaire, qui a été développée par des experts, quand même des cliniciens, des chercheurs au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment une grille qui va vous aider, je vous dirais, au niveau de l'évaluation. Quand vous avez une personne devant vous là, qui répond aux critères, vous avez fait une détection, un dépistage, puis là, vous vous dites, je dois essayer d'approfondir un petit peu plus. Mais on va aller voir au niveau de l'urgence suicidaire et de la dangerosité. Donc, au niveau de l'urgence suicidaire, les items qu'on va aller essayer d'évaluer, c'est est-ce que la personne a des idées suicidaires, la durée des idées suicidaires. Donc, vous pouvez voir, là, est-ce que c'est aucun, brièvement, moins d'1 heure, 1 à 8 heures ou plus de 8 heures de façon continuelle? Quelle est l'intention suicidaire? Est-ce qu'elle souhaite parfois mourir, souvent mourir? Est-ce qu'elle est déterminée? Au niveau de la planification. Souvent, dans les milieux hospitaliers, là, les gens vont regarder la planification, le COC. Est-ce que la personne a un plan? Comment ou quand? Mais vous pouvez constater que le plan, là, c'est un item parmi plusieurs items qui peuvent faire en sorte qu'on va bien évaluer de façon rigoureuse le risque suicidaire de la personne et voir s'il y a une urgence là, dans les prochains 48 heures.
Donc, le plan suicidaire, est-ce que la personne a le contrôle de ses idées? Est-ce qu'elle est capable de maîtriser ses idées? Elle a de la difficulté, beaucoup de difficultés, ou qu'elle est complètement là, incapable de les contrôler? Puis, dans cet item-là, on va rentrer aussi les hallucinations mandatoires qui pourraient dire à la personne de se faire du mal ou de s'enlever la vie. Est-ce qu'il y a une tension émotive quelconque que la personne n'est pas capable, avec les moyens qu'elle utilise habituellement, de surpasser? Est-ce qu'il y a une capacité de demander de l'aide? Est-ce qu'on est devant quelqu'un qui accepte de l'aide ou est-ce qu'on est devant quelqu'un qui refuse, qui ne voulait pas venir à l'urgence, qui ne voulait pas venir à l'hôpital, qu'on est obligé de mettre en garde parce qu'elle veut quitter? Donc, c'est quoi la capacité de demander de l'aide de la personne? Puis au niveau de la dangerosité, on va aller voir la létalité du moyen puis l'accès aux moyens. Christine, est-ce que tu veux donner l'exemple avec la fourchette? Moi, je trouve que ça illustre bien la létalité du moyen et l'accès aux moyens. Ton micro est fermé. Oui, excusez. Quand je travaillais en psychiatrie des adolescents, on a déjà eu à l'urgence un jeune qui est arrivé, puis lui, son plan suicidaire, c'était de prendre une fourchette et de la mettre dans la prise de courant. Sur le coup, là, comme infirmière qui faisait l'évaluation initiale, sur le coup, j'ai eu tout de suite l'image de c'est un appel à l'aide, c'est pas vraiment suicidaire. Mais finalement, en faisant l'évaluation avec ce jeune-là, parce que l'accès aux moyens était là, mais la létalité du moyen était plutôt faible, c'était le plan qu'il y avait. Mais par contre, quand on a fait l'évaluation globale, si je m'étais résumée au coq, il aurait eu son congé, puis je me serais dit, ben finalement, c'est pas très dangereux. Par contre, en faisant l'évaluation globale, on s'est rendu compte que l'intention, l'obsession des idées puis l'intention suicidaire était très, très, très élevée. Le risque était à ce moment-là que si on le laissait sortir, parce que là, il s'était rendu compte que ça n'avait pas fonctionné, c'était qu'il trouve un autre moyen. Parce qu'à ce moment-là, bien, il voulait vraiment mourir, il ne voyait pas d'autres alternatives et tout ça. Donc, ce jeune-là a été hospitalisé, il est resté pendant quelques semaines à l'hôpital. Bon, finalement, il y a eu un diagnostic d'Asperger, donc on voyait aussi au niveau du raisonnement. Mais sur le coup, on ne peut pas juste se fier au plan, parce que le plan, bien, peut-être qu'il n'est pas létal là. Et c'est un peu le principe qu'on voit aussi chez les jeunes enfants, chez les plus jeunes. Peut-être que le plan qu'ils construisent, parce qu'ils sont moins dans la complexité, peut-être que le plan auquel ils pensent, bien, il n'est pas nécessairement létal. Mais si on n'intervient pas, on n'essaie pas de soulager la détresse qu'ils vivent à ce moment-là, bien, le risque est qu'en vieillissant, ils soient capables de complexifier le plan et que là, ils arrivent à faire un geste qui est létal à ce moment-là. Donc, au niveau des changements de comportement, évidemment, je vais passer très vite. Là, très important de toujours être à l'affût d'un changement de comportement quelconque. Vous avez une personne devant vous, vous la connaissiez avant ou ses proches la connaissaient avant et ils observent ou vous observez un changement de comportement. C'est une lumière rouge qui devrait s'allumer. Intervention, Christine, je te passe la parole. J'essayais en même temps de regarder les chiffres, puis je vais vous revenir là, parce que j'ai vu Mme Barry qui questionnait au niveau des 65 ans et plus. Là, je vais essayer de vous donner les données. Ce n'est pas un groupe qui a les taux les plus élevés. Par contre, c'est un groupe qui est souvent sous-estimé parce que l'intention de mort, des fois, est difficile à déterminer là, chez les personnes âgées. Ils ont arrêté de prendre leurs médicaments ou ils les prennent de façon erronée. C'est-tu la démence? C'est-tu une intention de mourir? Donc, je vais essayer de vous mettre les données là, par la suite. Donc, au niveau de l'intervention, une des bases de l'intervention, c'est par l'évaluation. Si on est capable de faire une bonne évaluation, de faire un bon dépistage, on va être capable de déterminer c'est quoi les facteurs de risque sur lesquels il faudrait tenter d'agir et c'est quoi les facteurs de protection qu'on devrait essayer d'augmenter pour aider la personne. Donc, ça, c'est vraiment la première base, c'est vraiment au niveau de l'évaluation. Ensuite, c'est sûr qu'une des responsabilités qu'on a, c'est d'assurer la sécurité. Donc, pour assurer la sécurité de la personne, bien, il va falloir réduire l'accès aux moyens. Il va falloir assurer une surveillance adéquate. Donc, sur les unités, des fois, vous allez voir les niveaux de surveillance qu'on va mettre avec la personne. Est-ce qu'on met une surveillance constante? Il faut faire attention quand on décide de mettre une surveillance constante ou une surveillance continue. Je ne sais pas pour vous, mais moi, s'il y a quelqu'un qui est placé en avant de mon lit et qui m'observe 24 heures sur 24, ça se peut que je pogne les nerfs un petit peu, puis ça se peut que ça me rende encore plus agressive. Donc, des fois, il faut vraiment peser le pour et le contre. Quand il y a un risque, quand il y a un danger, oui, il faut mettre quelqu'un, mais de réfléchir à ça, la surveillance constante. Quand on met des surveillances Q15 minutes, Q30 minutes, l'importance de varier l'horaire des surveillances parce que le patient est aussi capable que nous de calculer les minutes puis de savoir que là, il y a un gap de temps parce que l'infirmière ou le préposé ou la personne vient la voir seulement à tous les 15 minutes. Donc, de vraiment assurer une variabilité dans le temps. Il faut faire une liaison avec les autres services aussi. Donc,
C'est sûr que si la personne a un congé, si la personne a un transfert, vous l'évaluez à l'urgence, vous intervenez à l'urgence, il faut assurer le suivi avec les ressources qui se donnent dans la communauté. Je donnais une formation récemment avec des gens qui étaient en centre d'hébergement, puis ils disaient, bien, nous, on envoie des patients à l'urgence se faire évaluer parce on craint pour le risque suicidaire, puis quand ils reviennent, ben, on n'a pas de suivi, on ne sait pas quoi faire. Fait que vraiment s'assurer cette communication-là est importante et de faire un plan de sécurité. Le plan de sécurité qui est une intervention vraiment Dominique, tu pourras aller directement au plan de sécurité. Le plan de sécurité, c'est vraiment un outil qu'on fait en collaboration avec la personne suicidaire pour l'amener à identifier quoi faire la prochaine fois si les idées suicidaires reviennent. Par le passé, vous avez peut-être déjà entendu parler de contrat de non-suicide. On faisait signer le patient, dire on s'entend que d'ici à notre prochain rendez-vous, tu ne feras pas de geste suicidaire. À part lui dire fais rien, on ne l'aidait pas nécessairement à savoir quoi faire si les idées suicidaires revenaient. Donc, à ce moment-là, le plan de sécurité, c'est un peu cet outil-là. On va aider la personne à identifier avec elle c'est quoi ses signaux d'alarme. C'est quoi ces signes précurseurs aussi? Bien, quand j'arrête de répondre au téléphone à mes amis, quand je suis plus irritable, quand je dors moins bien. Ça, c'est des signaux d'alarme qui devraient m'indiquer que ça commence à aller moins bien, puis il faudrait que je fasse attention. C'est quoi mes stratégies d'adaptation individuelle? Quand je vais moins bien, que je suis plus irritable et tout ça, c'est quoi je peux faire qui me fait du bien? Aller courir, écouter de la musique. Donc, ça peut être des choses que je vais faire de façon individuelle. Il y a aussi des stratégies que je vais faire de façon sociale. Donc, quelqu'un qui aurait des problèmes de consommation, par exemple, moi, d'aller dans des meetings, ça me fait du bien. Le fait d'aller au cinéma, de sortir avec des amis. Donc, on va identifier ces stratégies-là aussi. On va aussi identifier avec la personne des personnes ressources qui font partie de son entourage et qu'on va informer, qui font partie des personnes ressources puis du plan de sécurité avec leur numéro de téléphone. Donc, eux, ils y arrivent là, plus comme à la 3e, 4e étape, mais quand on est rendu qu'on les appelle, c'est vraiment parce que là, à ce moment-là, on a essayé les choses avant puis ça ne fonctionne pas. Donc, ils doivent être au courant qu'ils font partie du plan de sécurité. Et ensuite, on va mettre les ressources spécialisées, les ressources professionnelles à contacter. Donc, la ligne 1866 appel, par exemple. S'il y a des centres de crise dans votre CIUS, dans votre CIS, à ce moment-là, vous pourriez les identifier. Mettre les numéros de téléphone. Je vous encourage aussi à faire les premiers contacts avec la personne auprès de ces lignes téléphoniques-là, parce que ça peut être très abstrait, comment ça va se passer, qui va me répondre, c'est quoi qu'on va me poser comme question. Donc, ça peut être des éléments qu'on va faire avec la personne. Et on va aussi indiquer les moyens à prendre pour sécuriser l'environnement. On remet une copie de ce plan de sécurité-là à la personne. On garde une copie avec nous pour assurer un suivi puis savoir un peu qu'est-ce qu'on avait discuté avec lui. Je vous encourage aussi, des fois avec les patients, s'il y en a qui ont des cellulaires, d'avoir une photo ou d'en faire un format plus petit qui peuvent traîner avec eux parce que c'est beau d'avoir une feuille de papier, là, mais je ne suis pas toujours devant ma feuille de papier quand une situation de crise arrive. Et ce plan de sécurité-là peut être pratiqué avec le patient. Donc, si un patient est hospitalisé, de le mettre en pratique quand ça va moins bien. T'as-tu essayé? On s'était dit que toi, ce qui te faisait du bien, c'était de la lecture, c'était d'écouter de la musique. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as mis ça en place pour essayer que ça devienne le plus intégré possible? Puis, je vous encourage même, dans vos temps libres, à le faire même pour vous. Hein, parce que des fois, la vie va vite. Puis on oublie justement ce qui nous fait du bien. Fait que des fois, de se le rappeler, de le mettre par écrit, puis quand on sent qu'on devient comme plus irritable, plus tendu, tout ça, regardez votre liste, qu'est-ce qui vous faisait du bien. Puis des fois, ça peut être intéressant aussi de repenser, de le mettre à notre horaire à nous aussi. Ici, on vous montre un petit guide d'élaboration d'un plan de sécurité là, qui peut être fait avec votre clientèle. Vous pouvez regarder aussi dans vos établissements. Il y a certains établissements qui en ont avec un code FUM là, qui peut être mis, même versé au dossier du patient. Et celui qu'on vous montre, on ne passera pas au travers, mais vous pouvez le trouver sur le site de l'AQUISM également. Puis ça vous donne aussi des exemples, ça explique très bien. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec la personne, pour la personne, puis dans ses mots à elle. Je ne pense pas qu'il y en a, Dominique, spécifiquement pour le CHUM, de développer un plan de sécurité là, spécifique pour le CHUM, mais vous pourriez prendre le document de l'AQUISM. Oui, on y travaille actuellement. Merci, Dominique. Donc, au niveau des interventions, on a parlé de la surveillance, fait que ça, c'est déjà fait. Au niveau de réduire l'accès aux moyens,
Bon, l'entreposage des armes à feu, c'est important aussi de se rappeler là, au niveau de l'entreposage. Ranger les médicaments de façon sécuritaire. Pensez aussi à se débarrasser des médicaments non utilisés. On a des petits-enfants, on met les choses sous clé, on est habitué, mais ces enfants-là grandissent et peuvent avoir accès à de plus en plus haut dans la pharmacie. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir des grosses quantités de médicaments non utilisés. Puis on va essayer de collaborer avec la famille aussi parce que la famille peut permettre d'assurer cette sécurité-là aussi à la maison. Et la dernière intervention aussi, c'est l'approche orientée vers les solutions. Cette façon-là d'intervenir aussi, c'est qu'on va essayer de passer, là, je vois que Martin vient d'ouvrir sa caméra, donc je fais ça vite, c'est de passer, au lieu de parler de problèmes, on va parler d'objectifs, on va parler de défis, on va essayer d'aller voir avec la personne c'est quoi ses ressources. Deux approches dans l'approche orientée vers les solutions que j'aime beaucoup, c'est la baguette magique. Donc, si on demandait à la personne s'il y avait une chose que je pouvais changer, ça serait quoi? Souvent, la chose qu'ils vont nous dire, on ne peut pas le changer. Moi, si un monsieur me dit, moi, j'aimerais ça que tu m'achètes une décapotable rouge, je ne peux pas y acheter la décapotable rouge. Mais ce que je veux savoir, c'est à quoi servirait sa décapotable rouge? D'avoir une décapotable rouge, ça signifierait quoi? C'est peut-être de pouvoir s'en aller, d'avoir une liberté, mais c'est ça qu'il a besoin. C'est là-dessus que je vais essayer d'aller travailler avec lui. Et l'autre question, c'est au lieu de demander à tout le temps, avez-vous des idées suicidaires, avez-vous des idées suicidaires, on pourrait utiliser aussi un niveau d'échelle. Et au lieu de parler d'une échelle de détresse, c'est un peu plate de parler d'une échelle de détresse, c'est quoi votre échelle de bonheur? Sur une échelle de bonheur de 0 à 10, vous êtes à combien? Ils vont peut-être me dire à 2 actuellement. Ça prendrait quoi pour arriver à 3? Et là, ça va me donner des pistes d'action aussi de choses que je pourrais faire pour essayer d'aider la personne à être un peu moins souffrante. J'ai fini, Martin. Donc, parlez-en. Vous pouvez appeler. Il y a le 1-866-APPEL qui est là. Donnez le numéro aussi en chiffres parce que de trouver sur mon cellulaire les lettres, là, ça peut devenir compliqué. Fait que donner les chiffres aussi, ça peut aider. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit pour quelqu'un d'autre, pour un collègue, pour un patient ou pour vous-même. On a des centres de prévention du suicide, on a des centres de crise. Donc, il faut demander de l'aide. Et comme le dit le thème de l'année au CHUM, là, le suicide, il faut vraiment en parler. Je trouve que sur ces bons mots, Dominique, tu conclus bien. Alors, merci beaucoup à vous deux. Je trouve que la présentation est très accessible, très intéressante. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. Vous avez aussi la capacité de répondre aux questions au fur et à mesure et de les intégrer dans votre présentation, ce qui fait que notre séance de questions-réponses va peut-être être un peu plus courte. Peut-être rassurer les gens d'emblée. Donc, le PowerPoint sera rendu disponible et l'enregistrement de la formation aussi, entre autres sur le YouTube du CHUM là, dans quelques jours. Et pendant que je vous le dis, ma collègue l'écrit également là, dans le chat. Donc, encore une fois, merci. On sent que vous travaillez bien ensemble, souvent ensemble, mesdames. Vous avez une belle complicité là, tout au long de la présentation. J'ai quelques questions qui se sont ajoutées. Je pense que vous pouvez les voir. Oui, bien, il y en a deux là, que je vois qu'on avait. Là, il y a la ligne à 3, il y a la ligne à 3 chiffres qui devrait arriver au Canada. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être au Québec, parce que pour le moment, le Québec ne veut pas adhérer nécessairement à cette ligne-là parce que la ligne 1866 appelle. Fait que je n'embarquerai pas trop là-dedans pour le moment. Il y avait la question par rapport à l'urgence, Dominique, tu pourras peut-être, là, vu que c'est vraiment très clinique, quand on est à l'urgence, on vient avec quelqu'un qui a des idées suicidaires sérieuses, puis on a l'impression que ce n'est pas pris au sérieux par l'infirmière du triage. Comment, moi, comme accompagnateur, je peux agir? Donc, je ne sais pas, Dominique, si tu avais des suggestions. Ben oui, écoute, moi, comme accompagnatrice, en fait, je pense que je trouverais ça vraiment choquant là, que l'infirmière du triage ne prenne pas la personne au sérieux lorsqu'elle dit qu'elle a des idées suicidaires. Je suis convaincue que si j'ai mes collègues de l'urgence qui écoutent, ils trouveraient ça choquant également. Je pense qu'il faut, en tant qu'intervenant aussi, aider nos clientèles à prendre parole. Donc, s'adresser à l'infirmière, lui dire, écoute, c'est vraiment important, moi, je l'ai accompagnée, il y a des raisons pour lesquelles on est là. C'est sûr que dans le triage, je veux dire, ils ont quoi? Ils ont 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là. Donc, ça va très, 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 très vite. Donc, ils n'ont pas le temps nécessairement d'aborder là, en profondeur. Mais je pense qu'il faut insister quand même pour que la personne soit vue par le corps médical. Si c'est dans un établissement aussi, certains établissements ont des infirmières de liaison au niveau de la santé mentale.
Donc, je pense qu'il faut vraiment se faire l'avocat de la personne, puis insister là, pour vraiment que la personne puisse voir quelqu'un de peut-être un peu plus qualifié qui va être capable d'évaluer le risque suicidaire de la personne. Évidemment, si la... Oh, vas-y. Bien, je dirais que c'est important aussi de rapporter aussi ce qui vous inquiète, vous. Parce que peut-être que le patient va dire quelque chose quand il est dans la rencontre et tout ça, mais vous, là, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu aujourd'hui, que vous êtes allé avec la personne, qu'est-ce qui vous inquiète dans ses comportements, ses habitudes et tout ça, de le noter aussi. Puis je pense que même si de le faire, même des fois peut-être devant la personne, des fois ça peut lui montrer aussi que bien, je suis inquiète pour toi, puis je me suis déplacée aujourd'hui parce que j'ai noté telle chose. Fait que c'est pas à ne pas faire devant la personne. Si vous êtes plus à l'aise, peut-être vous pouvez parler seul avec l'infirmière, mais même devant le patient, ça peut être une bonne idée aussi. Totalement. Là, on a un collègue là, de l'urgence qui a répondu, qui dit que généralement, les personnes qui se présentent avec des idées suicidaires à l'urgence sont priorisées, là, sont prises au sérieux, sont priorisées. Fait que je ne sais pas si c'est un cas d'exception, mais effectivement, ça fait partie là, dans la pyramide de priorisation. Puis il y en a certains. Puis il y en a certains qu'on a l'impression qu'ils sortent trop vite. Il y a des patients aussi dans certains contextes qu'on ne veut pas hospitaliser parce que bon, il va avoir des troubles de personnalité limite, il va avoir des enjeux comme ça. Mais vous devriez au moins être informé de ça va être quoi la prise en charge, ça va être quoi le suivi. C'est pas parce qu'on les hospitalise pas qu'il n'y aura pas nécessairement de service. Donc vraiment de s'assurer de bien comprendre ce qui va se passer. Puis il y avait un autre là, avant qu'on termine. Dominique, tu voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Bien, il y a quelqu'un qui disait, puis à ma connaissance, il a tout à fait raison. Là, quelqu'un disait est-ce qu'une infirmière peut, lorsqu'un patient se présente à l'urgence, s'il passe au triage, est-ce que l'infirmière peut lui donner congé du triage? Normalement, le patient qui se présente à l'urgence et qui passe au triage devrait être vu par un médecin. Là. Je ne pense pas que l'infirmière peut lui donner congé totalement de l'urgence. Il y a une responsabilité médicale du moment où il met les pieds dans l'urgence et qu'il passe au triage et qu'il y a des idées suicidaires. Il devrait être vu par un professionnel médical qui va procéder à l'évaluation. J'aurais juste un dernier point, Martin, parce que je voyais dans le chat, il y a quelqu'un qui disait, si on a un collègue, on est inquiet, il présente des signes, on fait quoi? Il y a toujours le programme d'aide aux employés. Moi, premièrement, ça serait de l'ouvrir auprès de votre collègue, que vous êtes inquiet, que vous avez constaté des changements, que ça vous inquiète, que vous voulez l'aider. Il y a le programme d'aide aux employés. Il y a toujours vos gestionnaires que vous pouvez peut-être aller voir pour essayer d'avoir du soutien puis voir les ressources. Donc, ça serait les suggestions que je vous ferais à ce moment-là, mais de vraiment le signifier à la personne que vous êtes là pour elle puis que vous pouvez l'accompagner si elle a besoin. Bien, merci beaucoup. Donc, j'en profiterai à ce stade-ci pour remercier tous les participants à la conférence. Vous rappeler aussi que si vous travaillez au CHUM, la formation peut être créditée. Donc, vous trouverez les détails là, sur comment obtenir votre accréditation dans le chat. Et vous pouvez aussi, sur demande, contacter Mme Nathalie Folch si vous êtes à l'extérieur de notre établissement. Donc, encore une fois, merci à la Banque nationale pour son soutien dans les activités en prévention du suicide au CHUM. Et avant de vous quitter, je vous invite à visiter la page web du CHUM qui apparaît aussi dans le chat. Vous y trouverez des conférences, des vidéos et un bottin de ressources en prévention du suicide. Au plaisir de vous revoir pendant la semaine de prévention du suicide qui est toujours prévue début février 2023. Merci beaucoup tout le monde et encore une fois, merci Dominique, merci Christine, vraiment très intéressant. Merci. À la prochaine.